commence avec un chiffre, 590 €, c'est le prix de la facture moyenne du chauffage en France, en diminution d'un peu plus de 6%, mais ça reste un sacré budget pour vous. Alors entre le chauffage électrique, au fioul, au gaz, chaudière, pompe à chaleur, panneaux solaires, quelle énergie faut-il choisir? Quel équipement privilégier? Qu'est-ce qui coûte le moins cher? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Vous pouvez les interroger sur france5.fr ou par SMS au 41 555. Et regardez le boys band qu'on a sur ce plateau, si c'est pas magnifique. La classe. La classe intégrale, ils se sont coordonnés et tout. Bravo, bravo messieurs. Adrien Changmin d'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargé de mission environnement à l'association de consommateurs CLCV. Dominique Monnier, bonjour. Vous êtes directeur régional Île-de-France et Nord pour la marque De Dietrich Thermique. Vous vendez donc des radiateurs, des chaudières et autres pompes à chaleur. Et enfin, Renaud Bourrin, bonjour. Vous êtes ingénieur d'affaires chez Turbo Énergie. Donc vous installez, vous entretenez, vous réparez des appareils thermiques. Pour chauffer son habitat, 4 énergies sont principalement utilisées aujourd'hui. Il y a l'électricité, le gaz, le fioul et dans une moindre mesure le bois. Mais alors comment choisir entre ces propositions? Vous allez voir que la facture annuelle, elle peut passer du simple au double. Mais attention, selon votre situation, vous n'aurez pas forcément toujours le choix de votre énergie. Explication dans ce reportage de Charles Bert. Comme 35% des Français, Monique se chauffe à l'électricité et cela depuis plus de 30 ans. Dans son appartement de 80 mètres carrés, elle dispose d'un radiateur dans chaque pièce qu'elle allume selon ses besoins. Il faut gérer les radiateurs un par un. C'est-à-dire quand on est dans la pièce, on allume le radiateur. Quand on n'y est pas, on met en écho. Toute la nuit, moi je mets en écho. Voilà, c'est simple, c'est facile, mais il faut faire attention parce que l'électricité est coûteuse. Monique est donc vigilante à sa consommation et dépense ainsi 800 € chaque année. Mais la facture moyenne d'un Français est bien plus élevée. Elle est en 2015 de 1 757 €. Dans les années 60, on a voulu l'indépendance énergétique de la France, acheter moins de pétrole, dépendre moins de l'étranger, donc on a développé à fond le nucléaire, probablement à juste titre, et on a produit une énergie nucléaire peu chère. Sauf qu'aujourd'hui, l'électricité est l'énergie la plus chère. Ces 10 dernières années, son coût est passé de 10 à 16 centimes le kilowattheure. L'avantage de l'électricité, c'est que ça s'installe facilement, c'est peu coûteux à installer, mais au final, c'est quand même une énergie qui reste très chère, malgré des radiateurs de nouvelle génération qui sont un peu plus performants. Et donc l'électricité, ça peut servir de chauffage d'appoint, mais ça ne va surtout pas être un chauffage principal dans un logement en rénovation ou un nouveau logement en construction. Pour une maison, l'installation d'une chaudière est privilégiée, généralement au gaz ou au fioul. Pour sa nouvelle chaudière, Thierry a déboursé 3 300 €. Dans sa situation, c'est le gaz qui lui a été préconisé. La première question qu'on va poser aux particuliers, c'est est-ce qu'il est possible de se raccorder au réseau de gaz naturel? Dans 2 tiers des cas sur le territoire français, c'est possible, et dans ce cadre-là, le gaz naturel a tout son intérêt. Pourquoi? C'est d'abord une énergie qui est compétitive en termes de prix, c'est aussi une énergie très performante, et le fait qu'il soit raccordé au réseau, donc une utilisation en continu, alors qu'on est plutôt sur du stockage en cuve pour le fioul, donc on a une utilisation plutôt aisée du gaz naturel dans ce cadre-là par rapport au fioul. En 2015, la facture moyenne d'un Français se chauffant au gaz s'élève à 1 596 € contre 1 651 € au fioul. Le gaz est donc moins cher et pourtant son coût est aujourd'hui très proche de celui du fioul. À partir de 2012, le prix du fioul a baissé régulièrement pour atteindre aujourd'hui le même niveau que celui du gaz, c'est-à-dire autour de 6 centimes d'euros le kilowattheure. Mais attention, parce que le prix du pétrole recommence à augmenter. Or, le fioul est indexé sur le pétrole, c'est un produit du pétrole. Donc, on peut s'attendre à ce que le fioul redevienne beaucoup plus cher que le gaz. Donc, aujourd'hui, il faut recommander aux gens, s'ils ont le choix, de se chauffer au gaz, qui est en plus l'énergie la plus propre. D'autant plus que sur le marché, les chaudières au gaz sont généralement un peu moins chères que celles au fioul. Pour le gaz naturel, 2 types de produits. La chaudière murale, où les prix débutent entre 2 000 et 3 000 €. On passe après des chaudières au sol à condensation qui sont possibles, comme sur l'installation de monsieur, où les prix vont aller de 3 500 € à 4 500 €. Pour les chaudières sol fuel à condensation, les prix débuteront à partir de 5 000 €. Le rapport investissement-coût est donc plus intéressant au gaz. Et il y a une autre énergie encore peu répandue, le bois. Comme 10% des Français, Philippe a parié sur cette énergie en installant dans sa cave cette chaudière à bois. Prix d'achat, 12 000 €. Les chaudières à bois sont les plus chères du marché, entre 5 000 et 20 000 €. Si certaines fonctionnent avec des plaquettes ou des bûches, Philippe a opté pour les granulés. L'avantage des granulés, c'est que vous avez, avec un silo tel que j'en dispose, 3 tonnes et un chargement tous les 12 à 18 mois.
et ensuite la chaudière s'auto-alimente seule sans mon intervention. L'inconvénient, c'est un espace au sol d'environ 3-4 mètres carrés nécessaire dans mon garage. Philippe est aujourd'hui gagnant. Sa chaudière, qui lui a coûté cher à l'achat, a été rentabilisée en 5 ans seulement grâce aux importantes économies qu'il a réalisées. La facture d'électricité était aux alentours de 2000 € par an. Désormais, avec le granulé, j'ai une facture d'environ 600-650 € par an, soit une économie substantielle de l'ordre de 50% d'économie de chauffage annuelle. En 2015, un Français se chauffant en bois a déboursé en moyenne 895 €. C'est clairement la moins chère des énergies et il existe une différence selon le type de bois utilisé. Vous avez le bois en granulé, qui est le plus cher. Ensuite, moitié moins cher, vous avez le bois en bûche. Et encore moins cher, vous avez le bois déchiqueté. Sauf que les deux derniers représentent un inconvénient, c'est qu'ils demandent souvent à être manipulés, enfin de mettre des bûches dans sa chaudière, sauf des chaudières très performantes. Et donc, c'est pas pratique pour tout le monde de faire ça régulièrement, plusieurs fois par jour. Attention, dans certaines villes comme Paris, les chaudières à bois pas assez performantes et rejetant trop de particules sont interdites. Cette énergie sera donc privilégiée si vous habitez dans des zones rurales ou périurbaines. Et on démarre par un premier SMS reçu au 41 555. On dit que le gaz est le moins cher, mais son prix augmente tout le temps. C'est vrai que son prix augmente tout le temps au gaz ? Oui, c'est aussi une des énergies où le prix a le plus augmenté ces dernières années. Donc il y a une réalité économique autour du gaz. C'est une énergie fossile qu'il faut ramener jusqu'à notre territoire. Donc voilà, ça entraîne un coût. Mais l'électricité reste quand même plus chère que le gaz ou pas forcément ? L'électricité reste plus chère. Maintenant, il y a quand même un rattrapage qui s'opère. Il y a eu aussi une évolution dans le prix de l'électricité. On l'a vu cet été, pour la première fois, l'électricité a commencé à baisser. Notamment parce que la formule de calcul de l'électricité a évolué de façon plutôt positive. Après, pour payer moins cher, il y a aussi la possibilité de prendre des abonnements groupés. Alors, je sais que c'est l'UFC Que Choisir qui a lancé ce système d'abonnement, mais ça peut être une bonne solution. Alors déjà, avant même l'abonnement groupé, c'est déjà regarder son fournisseur. Il faut savoir que les fournisseurs n'ont pas tous les mêmes prix. Ça peut être intéressant de regarder la concurrence et de faire jouer la concurrence. Et après, effectivement, il y a ces solutions d'abonnement groupé qui permettent à plusieurs d'acheter de l'énergie. Moins cher, du coup. Moins On peut cher. mettre en concurrence et le moins cher remporte le marché. Ce qui peut être en plus assez intéressant, c'est que ce sont souvent des fournisseurs d'énergie, principalement énergie renouvelable. Ouais. Donc ça peut vraiment avoir un intérêt. Dominique Monnier, quand on veut changer de chauffage chez soi, qu'est-ce qu'il faut se poser comme bonne question au départ ? Déjà, savoir qu'est-ce que j'ai, de quoi je dispose. Parce que ça, c'est important, parce qu'on a tous une maison, on a un bien, on a quelque chose qui nous appartient. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est faire un bilan. Est-ce que je suis bien isolé ? Quel type de chauffage j'ai ? Quelle énergie je dispose ? Ouais. L'électricité, du fioul, du gaz. Et avec ces données-là, déjà, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce que j'ai déjà. Ouais. Déjà, c'est un premier pas en avant. Il faut faire un bilan, peut-être par un professionnel aussi, pour voir les déperditions éventuellement. Alors, je peux le faire. Déjà, je peux le faire vite. J'ai pas de double vitrage, ça va très vite. J'ai une chaudière qui a 30 ans, ça va très vite aussi. Oui. Maintenant, évidemment, le professionnel. Et quoi, j'ai pas de double vitrage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, je vais choisir de l'électrique, le gaz ? Ah, ça veut dire qu'il faut en mettre surtout. Parce que avant déjà de consommer de l'énergie pour chauffer, déjà, si je peux éviter d'en perdre, c'est pas mal aussi. Voilà, donc ça, c'est un vrai pas en avant. L'isolation ou le chauffage, il va falloir déjà. Moi, je dirais que c'est les deux, je pense surtout. Mais bon, après, on a une combinaison des deux en même temps. Il y a beaucoup de gens qui ont encore une vieille chaudière de plus de 15 ans, parce qu'ils ont fait des progrès énormes aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens, je ne me rends pas compte. Oui. C'est la moitié de la population, c'est quoi ? On sait, on a une idée on arrive à entre 30 et 40% de la population. C'est embêtant. Mais les économies d'énergie sont gigantesques. On parle de pollution. On parle d'économie d'énergie et on parle de confort aujourd'hui, des fois de précarité énergétique, parce que ça en fait partie aussi. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas tous les moyens de se chauffer. Donc c'est des fois à défaut. Quand Fabien dit que ça peut être des économies énormes, ça représente quoi par rapport à une chaudière d'il y a 15 ans ? Quelle économie on va pouvoir faire ? Une chaudière à condensation gaz, on peut rapidement, entre 20 et 30% en fonction de l'installation et de l'ancienneté, on peut vite récupérer 20 à 30% d'économie directe.
Alors, et c'est vrai que quand on a un projet global, et c'est là où les installateurs ont toute leur part, parce que eux ont la maîtrise de cette isolation, du système global de l'installation. Justement, Renaud Bourin, est-ce que vous pouvez intervenir aussi sur le diagnostic? C'est-à-dire qu'on dit avec monsieur, c'est bien de se poser ces questions, de quoi j'ai besoin, de quoi je dispose aujourd'hui, quelle est mon énergie, mais à un moment, il faut aller plus loin. C'est exactement ça. En fait, finalement, vous avez la question à se poser principalement, c'est de quoi je dispose en termes d'énergie disponible près de chez moi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'accès, je veux dire, au gaz naturel. Et ça, c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, le gaz naturel, c'est ce qui reste le moins cher pour les particuliers. Ensuite, oui, il y a eu la question de l'isolation, mais principalement, la production de chaleur, c'est ce qui va, dans un premier temps et instantanément, permettre de faire des économies d'énergie. Ça, c'est une réalité. D'accord. Et donc vous, il faut faire appel à un chauffagiste, à un entrepreneur, il faut faire plusieurs devis. Qu'est-ce que vous conseillez? C'est ça. En fait, pour avoir une idée déjà de savoir sur quel axe s'orienter, c'est faire appel à plusieurs entreprises. Au moins 3, je dirais faire 3 devis. Ça permet de se fixer une base de prix et puis de savoir vers quoi on peut s'orienter. Et après, on peut discuter et de voir avec quel entrepreneur il est plus intéressant de s'orienter. Autre SMS de téléspectateurs en ville, on m'impose l'électricité, je ne fais que subir. Qui choisit vraiment son énergie aujourd'hui? C'est vrai, il n'y a pas grand monde finalement qui le choisit. Il faut déjà être propriétaire, c'est la première chose. Oui, alors il faut effectivement, on a l'historique du bâti dans lequel on vit, donc ça c'est inévitable. On va faire des travaux en tant que propriétaire. C'est pas parce qu'on est locataire qu'on n'a pas le droit d'exiger certains travaux, ne serait-ce qu'en termes de salubrité du bâtiment, le fait d'avoir une bonne isolation, une bonne aération, un chauffage correct. Ça fait partie de la salubrité. Mais si le chauffage est ancien et qui marche, le locataire ne peut pas faire grand-chose quand même. Si l'antenne marche, je veux dire. Oui, non. Dans les fêtes, chaque fois que j'ai connu des locataires qui voulaient avoir un appareil plus moderne, propriétaires, regardez, ils disaient, il marche votre truc, radiateur aussi, ça chauffe. Je vous confirme. Ça chauffe. C'est sûr. Ça, c'est la théorie, ça, en pratique, c'est faux. Alors, il y a quand même un intérêt pour le propriétaire. D'abord, on parle au niveau des loyers qu'il peut exiger. Il y a certaines prestations en termes de qualité. Un bâtiment, ne serait-ce qu'il y ait une meilleure classe énergétique qu'un autre. Donc ça joue. Et ça joue de plus en plus sur le marché. On a quand même des locataires. Nous, on s'occupe aussi de tout ce qui est des locataires et on voit que ça les intéresse. Ils sont regardants. On voit deux logements. On va quand même choisir celui qui est le plus économe en énergie. On sait le prix de la facture. Tout le monde peut y gagner. Si on revient sur le choix de l'énergie elle-même, ça peut changer aussi en fonction des régions. Je ne sais pas, je me dis bêtement qu'on ne va pas forcément installer du solaire dans le nord ou c'est pas vrai ça. Non mais c'est clair, ne serait-ce que là aux portes de l'Île-de-France, on va avoir déjà des provinces où on ne va pas avoir le gaz naturel. Donc ça, c'est tout de suite un barrage pour les personnes qui ne peuvent pas donc, se fournir en gaz. Donc ils sont obligés de se retourner soit sur l'électricité, qui est plus cher que le gaz, on l'a vu tout à l'heure, ou alors sur le fuel, et donc c'est un investissement à stocker dans une cuve, et donc l'investissement pour une chaudière fuel est plus important que... Donc c'est bien ce qu'on dit, sauf à être propriétaire d'une maison, on n'a pas vraiment... Non, alors on a quand même des solutions qui commencent à apparaître, notamment à travers les énergies renouvelables. Alors, on est sur l'électrique, mais l'électrique qui va être combiné à quelque chose. Ah oui, de l'hybride, on y reviendra justement tout à l'heure. Oui, et après, il faut aussi voir, dans du collectif, il y a aussi des solutions. On a parlé du bois dans le reportage. Il faut savoir qu'il commence à y avoir du bois dans le collectif. Alors, c'est encore anecdotique, mais souvent, ça va remplacer justement le fuel. Parce qu'on va avoir en termes d'installation, d'espace d'installation, on a déjà tout qui est prêt, on va juste le remplacer par du bois. Très bien. Alors, on a une autre question, justement, pour les bailleurs. Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un crédit d'impôt quand on choisit les énergies renouvelables? On a un crédit d'impôt, théoriquement, c'est quoi? C'est automatique? Tout à fait. Alors, le crédit d'impôt, déjà, c'est assujetti à un professionnel. C'est ça, pas forcément que au matériel ou même pas du tout au matériel. C'est-à-dire que le professionnel va proposer du matériel. Le crédit d'impôt, c'est sur le matériel, mais pas la main-d'œuvre. Pas la main-d'œuvre, mais par contre, c'est dépendant d'un professionnel qui, lui, va pouvoir justifier auprès des pouvoirs publics et donner la facture pour que le particulier puisse prétendre à ce fameux... Il faut qu'il ait un label, ce professionnel? Oui, RGE, c'est un minimum pour le chauffage, en tout cas pour les chaudières à condensation, par exemple. Reconnu garant de l'environnement, c'est ça? Exactement. Et Fabien, si on n'est pas imposable, on parle de crédit d'impôt, mais quand on n'est pas imposable... Crédit d'impôt de 30%. Si on n'est pas imposable, vous savez, ce crédit d'impôt-là, contrairement à la réduction d'impôt, c'est une forme de subvention. Autrement dit, tu ne payes pas d'impôt, le fisc. Un chèque? Ça fait un chèque ou un virement, tout simplement. Ouais, c'est ça qui était intéressant. Et si tu payes des impôts, mais pas suffisamment, et qu'il y a un reliquat donc de crédit d'impôt, on te donne la différence et on te le rembourse d'une certaine manière, on te le donne. Et alors, si ton bailleur est un professionnel et pas juste un propriétaire comme ça particulier... Tu veux régler tes problèmes particuliers? Non. Est-ce qu'on a le droit voilà, est-ce qu'il peut bénéficier du crédit d'impôt? Non.
D'accord. Le bailleur, lui, il a d'autres solutions pour faire des économies, c'est-à-dire qu'il peut amortir, déduire les travaux des loyers qui vont être taxables, mais depuis, je crois, le 1er janvier 2014, si je ne dis pas de bêtises, il n'a plus le droit d'utiliser le système de crédit d'impôt. C'est réservé donc à celui qui est en résidence principale dans les... Exactement. Ça. Bon, et puis il y a aussi des énergies alternatives. Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché d'intéressant ? Il y a différentes choses. Vous avez du solaire, le solaire thermique, on ne parle pas du solaire photovoltaïque, c'est autre chose. On a la géothermie aussi, alors plutôt pour l'individuel pour le coup. Le solaire thermique peut être mis sur certains bâtiments. Ça commence à se faire en collectif. Quelqu'un nous envoyait un message, je ne sais plus, c'était une ville de banlieue parisienne. Même pas, vous avez parlé de Reims. Reims, il y a sur certaines Reims Habitat à développer sur plusieurs immeubles collectifs du chauffage solaire. Oui. Et on y gagne, on fait des économies conséquentes. Oui, très conséquentes. Après, aujourd'hui, si vous voulez, les énergies sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de se chauffer. Et alors, je voudrais juste rappeler une petite chose, c'est qu'il y a le chauffage et il y a l'eau chaude. Parce que très souvent, on ne fait pas la différence, mais quelquefois, on peut très bien avoir un chauffage au fioul, par exemple, et avoir un chauffe-eau électrique. Et ça, c'est l'historique, c'est ce que je récupère dans ma maison. Ouais. Par contre, aujourd'hui, ça peut être mixé avec une seule production, la chaudière, mais on peut dissocier complètement. Et aujourd'hui, cette notion-là, elle est importante d'être prise en considération parce qu'on peut très bien avoir un système de chauffage qui est complètement différent pour l'eau chaude que pour la maison. Et ça peut générer des économies, ça ? Tout à fait. Alors c'est vraiment aujourd'hui, et en plus, ce qui est très bien aujourd'hui, chaque cas est particulier, et on peut très bien avoir aujourd'hui, par exemple, un chauffe-eau thermodynamique qui est un chauffe-eau électrique surmonté d'une petite pompe à chaleur. C'est un moteur comme un réfrigérateur, sauf qu'on récupère le chaud et on chauffe l'eau avec. Donc ça peut être une vraie alternative. Et à la fois, améliorer ma chaudière fioul ou gaz de l'autre côté. Ouais. Peut-être vous connaissez aussi je ne sais pas si vous les connaissez, ces énergies complètement folles qu'on voit se développer. Alors, le gaz, l'électricité, ça devient finalement hyper has-been maintenant. La grande tendance, c'est de se chauffer grâce aux égouts ou grâce à votre ordinateur. Évidemment, je caricature un peu, c'est une tendance qui est en train de se développer. Alors comment ça marche les égouts? On sait que l'eau des égouts est de l'eau donc usagée, qui vient des sanitaires, des machines à laver, et elle est tiède en permanence, entre 13 et 20 degrés. Et donc il y a un système qui a réussi à récupérer cette chaleur et ensuite elle sert à réchauffer par exemple des piscines. Il y a une piscine dans le 14e arrondissement de Paris qui s'appelle Aspirant du Nant qui est totalement chauffée grâce à l'eau des égouts qui passe en dessous. Tu me donnes l'adresse que j'évite s'il te plaît. L'eau des égouts ne va pas dans l'eau de la piscine, je rassure effectivement les téléspectateurs. Et ben résultat, ils ont réussi quand même à faire une économie de 50% de consommation et puis aussi moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que c'est très efficace. Et la ville de Paris est en train de vouloir développer tout ce système-là pour toutes les piscines municipales, les 40 piscines municipales. Je crois qu'ils ont fait plus 50% sur les verrues plantaires. Ouais. Non, vous confondez la façon de chauffer et la façon de se baigner. Mais par contre, tu peux te laver les pieds avant d'aller à la piscine. C'est bien. Tu as le droit. L'autre solution. Voilà, l'autre solution, c'est ce qu'on appelle le data chauffage. En gros, c'est le chauffage par l'informatique. Comment ça marche? On se rend compte tous que les ordinateurs, ça chauffe, ça émet de la chaleur. Et ben, tu as des inventeurs qui ont réussi, qui se sont dit, plutôt que de créer des énormes data centers, donc des endroits où vous logez tous les serveurs informatiques. Il faut refroidir, ça coûte une fortune. Il faut refroidir en plus avec la ventilation, tu as raison. Et ben maintenant, ils placent de manière ponctuelle et séparée des moteurs d'ordinateur, des serveurs informatiques chez les particuliers. Ça ressemble à une sorte de, vous le voyez là, une sorte de gros chauffage noir. Ça fait du bruit? Ça fait pas de bruit parce qu'ils ont évidemment fait de la recherche autour de tout ça. Et ça chauffe. C'est pas par Wi-Fi, c'est par câble filaire, etc. pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de panne, etc. Ouais. Et donc, ils font payer ce travail-là aux entreprises qui font leurs calculs grâce à ces serveurs, mais qui sont chez toi. Et donc, ça chauffe gratuitement entre 14 et 20 mètres carrés. C'est pas mal. Par chauffage. Alors, il y a une autre solution qu'on va découvrir à présent, une initiative très verte des producteurs de Beaufort. Depuis un an, ils produisent de l'électricité à partir tout simplement du lait de leurs vaches. Oui, c'est possible. C'est grâce à la méthanisation. Explication de Charles Bert. C'est le symbole de tout un département, la Tarentaise. En Savoie, ils sont quelques 500 producteurs, comme André, à élever cette race de vaches. Elles sont à l'origine d'une spécialité locale bien connue, le Beaufort. Mais depuis peu, les producteurs lui ont trouvé une autre utilité. Nous, nos vaches, donc, on produit du lait, on fait du fromage avec, et derrière ce fromage, on produit aussi de l'électricité. Oui, des vaches qui produisent de l'électricité, vous avez bien entendu.
Elles permettent de chauffer plus de 1500 foyers d'Albertville. Ça paraît surprenant, et pourtant la matière utilisée pour produire cette énergie, c'est tout simplement le lait. Une fois récoltée, les producteurs la portent dans une coopérative, comme celle-ci, pour la confection du Beaufort. Alors la première étape, c'est l'emprésurage. On ajoute la présure et le lait passe de l'état liquide à l'état solide. Quand il est solide, il va falloir le découper, c'est le décaillage. On va obtenir à la fin du décaillage des petits grains de caillé qui vont baigner dans un liquide jaune, c'est ce qu'on appelle le petit lait. En fait, seuls ces grains serviront à la fabrication du fromage. Le petit lait, appelé également lactosérum, représente plus de 90% de la cuve. Lors du moulage des fromages, il est filtré et est récupéré. Le lactosérum, c'est 95% d'eau et 5% d'extrait sec. Dans cet extrait sec, vous avez un petit peu de matière grasse et puis les protéines sériques. Alors autrefois, ce petit lait, il était utilisé dans les porcheries, en alimentation animale. Mais quand les producteurs de Beaufort apprennent qu'une abbaye de la région transforme le petit lait de ses vaches en biogaz, ils décident d'aller encore plus loin et d'en faire de l'électricité. Il y a un an, ils ont donc ouvert cette usine de transformation et avant de produire de l'énergie, sont d'abord extraites les quelques protéines contenues dans le liquide. Grâce à un système d'ultrafiltration, on va récupérer que 1% de protéines. Avec ces 1% de protéines, on va fabriquer de la poudre. Cette poudre de protéines, en fin de compte, est intéressante pour l'agroalimentaire ou pour l'alimentation pour les sportifs. Et tout ce qui reste, donc le lactose et ses minéraux et l'eau, est destiné à la méthanisation. La méthanisation, c'est un procédé naturel de dégradation de matière organique, comme la bouse de vache par exemple. Ici, le petit lait va être transformé dans ces énormes cylindres. Le lactosérum arrive dans les 2 méthaniseurs derrière nous. Dans ces méthaniseurs, il y a des micro-organismes qui sont assez spécifiques, qui vont transformer le lactose présent dans le lactosérum, donc en biogaz. Le petit lait est stocké durant 4 jours sans oxygène à une température de 37 degrés. Ce sont ces conditions qui permettent la prolifération de bactéries. Ce sont elles qui vont ensuite produire du biogaz, un mélange de méthane et de CO2. Et ce biogaz est stocké dans la boule blanche qu'on appelle le gazomètre et ensuite transféré vers une cogénération. La cogénération, c'est un moteur à gaz couplé à une turbine électrique qui produit l'électricité. Pour vous donner une idée, il faut environ 100 litres de petit lait pour obtenir 250 kWh. Ainsi, 3 millions de kWh sont produits chaque année et sont revendus à EDF. Résultat, cela permet de chauffer aujourd'hui 20% de la population d'Albertville. Une super idée. On revient à vos questions et celle de Thérèse qui nous dit qu'est-ce qu'une chaudière hybride et quels sont ses avantages. C'est ce dont on a commencé à parler. Hein. C'est ça. Donc en fait, ça. on part du principe que la solution unique peut être coûteuse et à ce moment-là, on mixe plusieurs énergies. Par exemple, ça veut dire qu'on va acheter un même appareil. Voilà. Ou alors, on utilise ce qu'on a aujourd'hui, sa vieille chaudière fuel, et on va y adjoindre une pompe à chaleur. Et on va mixer les deux. Du coup, c'est plus cher, j'imagine. Donc il y a un investissement, mais l'investissement est rentabilisé par le fait que je vais faire plein d'économies. C'est performant. Voilà, c'est justement l'intérêt, c'est-à-dire que très vite, comme on l'a vu dans le premier reportage, où on arrive à faire 50% d'économies, par exemple, sur une très très vieille installation, là on sera pareil, du genre de 30, quelquefois plus, % d'économies, et ça se calcule. Et on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut. C'est quoi le mix idéal pour vous ? Le mix idéal, c'est d'essayer de ne pas trop quitter ce qu'on a déjà, parce que ça engendre beaucoup de travaux. Donc c'est toujours un compromis entre ce que j'ai. Ce mix là, c'est l'installateur, c'est le professionnel qui pourra vous amener cette aide. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, le plus performant aujourd'hui pour vous qui êtes au contact des clients ? Pour moi, l'installation type, je vais prendre le cas de l'Île-de-France puisque je le vis au quotidien. Mais aujourd'hui, d'un point de vue pragmatique, c'est l'installation chaudière gaz condensation. Et puis pour parler d'hybride, ça va être d'intégrer un système pompe à chaleur dedans qui va éventuellement faire l'eau chaude sanitaire avec cette installation. Et là, c'est extrêmement économe puisqu'à partir du mois de mai ou au mois de juin, dès que les températures sont bonnes, on coupe son chauffage. Il n'y a que l'eau chaude qui tourne l'été. Et à partir du mois d'octobre, on rallume le chauffage. Et là, quand on adapte, on peut bénéficier des aides du crédit d'impôt. 30% sur le matériel. Est-ce qu'en plus, il y a d'autres aides, c'est important parce que ça peut aussi. On parlait de quand on choisit son chauffage, on choisit en fonction de l'existant, de ce qu'on a, aussi ce vers quoi on veut s'orienter. Mais il y a aussi des aides donc à la fois nationales, on en a parlé, donc crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, donc beaucoup de solutions. Il y a aussi des aides régionales qui existent, des programmes d'habitat. L'ANA, donc l'Agence de l'habitat en France, a des grands programmes, notamment pour les copropriétés. Vous avez ensuite des programmes régionaux dans le Nord où ils vont mettre en avant, par exemple, le solaire thermique.
Ça fait partie des programmes. C'est intéressant quand même. Parce que en fonction de vos revenus, toutes ces aides en général? Alors, il y en a en fonction de ses revenus. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout assujettis aux revenus. Par exemple, le certificat d'économie d'énergie. Très peu de gens savent que ça existe. C'est une centaine d'euros qu'on va pouvoir obtenir. C'est en fonction des travaux que vous avez faits. Donc, vous allez remplir un dossier. Et après, on va vous dire, vous bénéficiez en fonction de la solution que vous avez choisie, de temps ou temps. Et là, les associations de consommateurs renseignent sur ces dispositifs ou alors on se renseigne auprès de On renseigne. Alors, nous, on renseigne. Vous avez aussi les espaces info-énergie qui sont assez précieux parce qu'en plus, ils vont savoir au niveau local quelle est l'aide la plus appropriée, les programmes qui sont mis en place. Et ceux il n'y a pas 6 mois de démarche, 36 papiers non, ils accompagnent très bien. On parlait, le certificat d'économie d'énergie, c'est un dossier, nous on le fait par exemple, c'est un dossier à remplir en ligne, c'est très rapide. Vous avez une réponse par contre qui met 1 à 2 mois, mais après vous le savez, c'est très rapide. D'accord. Il y a Michel qui nous dit, est-ce que c'est normal que la marque de ma chaudière m'impose un entretien annuel assez coûteux ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est assez méconnu aujourd'hui, mais il faut savoir que depuis le 9 septembre 2009, un arrêté nous oblige, nous, propriétaires de chaudières, à entretenir notre chaudière. Tous les ans. Tous les ans, ça c'est obligatoire. C'est légal, c'est vrai. D'accord, c'est la loi. On perd l'assurance. Quand vous dites nous, c'est consommateur, enfin c'est particulier. Particulier, oui, je suis propriétaire. Occupant, non, mais propriétaire. Pas vous qui après, voilà. Non, c'est pas nous. C'est-à-dire qu'à titre individuel, personnel. Hélas, pas vous. Voilà, hélas. Par contre, ce qui est important, c'est que déjà, ça va nous permettre aux particuliers d'avoir une installation optimum. Déjà, j'optimise ce que j'ai déjà. Oui, mais alors ça veut dire que vous vendez des abonnements en plus. Alors nous, on ne vend pas. C'est-à-dire que le particulier va venir, va solliciter un installateur qui va faire aussi l'entretien. Ouais. Et à ce moment-là, tous les ans, il va venir faire l'entretien. Et l'installateur va aussi donner un certificat, d'accord, à fournir à son une attestation sur laquelle figure le bilan de l'installation, mais aussi quelques préconisations d'amélioration de l'habitat. Alors justement, Renaud, quels sont les conseils d'entretien que vous pouvez nous donner avant l'intervention? C'est ça. Juste, pardon, mais on est libre d'aller chez qui on veut. Exactement. Voilà. Oui. Au-delà de l'aspect réglementaire, je veux dire, d'avoir à faire l'entretien chaque année, il y a aussi un point assez important, c'est la confiance qu'il peut y avoir entre le particulier et son installateur. Aujourd'hui, vous pouvez tomber en panne. À partir du moment où vous avez un contrat avec votre installateur, il doit intervenir chez vous dans les 24 ou 48 heures suivant le contrat. Et derrière, c'est une confiance qui s'installe. D'accord. C'est la loi qui dit ça? Alors, c'est l'obligation, Gérard? Non, c'est contractuel. C'est contractuel entre le professionnel et le particulier. Ouais. Et justement, c'est ce contrat-là qui lie, si vous voulez, le particulier et l'installateur et qui crée cette relation de confiance au-delà de devoir juste faire un entretien, de le payer, de dire merci mon installateur, au revoir. Le lendemain, il peut tomber en panne, l'installateur se déplace gratuitement et peut venir faire la maintenance du bâtiment. C'est vrai, mais elle le fait payer cher. Alors, ça dépend des contrats, mais en général... Non, ils font tous payer cher et ça augmente chaque année beaucoup plus que l'inflation. Une centaine d'euros, exactement. Et oui, parce que ce sont des systèmes d'abonnement qui font qu'il vient pas simplement une fois par an, mais dès qu'il y aura une panne, au moins, généralement c'est au moins une fois par an. Et puis, en cas de panne, il viendra et ça sera gratuit, pas au niveau des pièces, mais de la main-d'œuvre et du déplacement. Ce sont des abonnements qui coûtent assez cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffagiste est une des rarissimes professions en France qui a une obligation de résultat. C'est souvent le médecin, l'avocat, c'est une obligation de moyens. Le chauffagiste, il a l'obligation que ça marche. Et si ça ne marche pas, il entraîne sa responsabilité, y compris contractuelle. On peut le forcer à prendre des dispositions à ses frais pour que ça marche. Et autre précision aussi, si vous êtes locataire, votre propriétaire a l'obligation de vous assurer un chauffage d'au moins 18 degrés. Sinon, c'est un local indécent. Vous pouvez partir à l'hôtel et il est tenu de vous payer l'hôtel jusqu'à ce que ça revienne. Très bien. Deux petites questions parce qu'on est pressé malheureusement par le temps. Myrtille nous demande si c'est vrai que d'avoir un thermostat permet de moins consommer. Ah bah assurément. Ça, c'est sûr. Alors, attention, il faut quand même relativiser par rapport à ça. Effectivement, avoir un thermostat permet de savoir combien on chauffe déjà. Et éventuellement, on va avoir des gestes pour réduire en disant je chauffe peut-être un petit peu trop. Peut-être que mettre un pull chez moi, ça peut être une bonne idée, mais ça ne va pas réduire d'office. Ça va permettre d'une meilleure régulation derrière et de pouvoir gérer son chauffage. Et un petit conseil pratique, est-ce qu'il vaut mieux, quand on a plusieurs chauffages dans la même pièce, les allumer tous les deux, mais très bas, ou un seul et le faire un peu monter et le carburer? Le fait, de toute façon, d'arrêter de mettre vraiment des problèmes chez toi? Pas du tout, c'est pas du tout moi. Non, c'est une question qu'on nous a posée. On a reçu cette question. Enfin, le problème, c'est ça, c'est que quand on chauffe, on a besoin de se chauffer, on chauffe aussi le bâti, c'est-à-dire le bâtiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bâtiment est froid, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais arrêter
repartir, arrêter, repartir, j'ai tout cet ensemble à chauffer en même temps. Donc je vais consommer beaucoup plus. C'est le système de la voiture start-stop qu'on a tous aujourd'hui sur nos voitures. Écoutez, j'arrête complètement, je repars. Sauf que ça dure que très peu de temps. Si maintenant j'arrête longtemps, tout le bâtiment se refroidit. À ce moment-là, j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour repartir. Relancer la machine. Alors que si je mets une température qui est régulière, plus douce, et ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire peut-être je mets un petit pull, j'essaie de modérer un peu, je contrôle un peu mieux, déjà, je vais faire un petit peu d'économie. Très bien. Merci pour tous ces conseils. On aurait pu parler encore des heures parce qu'on a énormément de questions sur ce sujet, évidemment, mais on le refera bientôt. Avec grand plaisir. C'est promis.